Donc je vous redis tout le plaisir que j'ai en tant que président de la Maison de l'Europe de Paris de vous accueillir ce soir toutes et tous, d'accueillir bien entendu Bernard Cazeneuve, Premier ministre, parmi nous ce soir, et d'accueillir aussi les élus de Paris qui nous ont fait l'honneur de venir, Arnaud Gatcha, maire adjoint en charge des questions internationales et européennes à la ville de Paris, et Jean-Didier Berthaud, qui est dans cet arrondissement du 17e, adjoint en charge des questions notamment européennes. Alors, Monsieur le Premier ministre, cher Bernard Cazeneuve, vos engagements politiques sont anciens, ne datent pas uniquement que du 6 décembre 2016 ou du 15 mai 2017, votre passage à l'hôtel de Matignon, mais ils sont plus anciens, ils remontent à vos années d'études à Bordeaux. Et Bordeaux, ça me permettrait d'évoquer Pierre Lalumière, qui fut votre professeur, Catherine Lalumière, son épouse, qui présidait la Maison de l'Europe de 2003 à 2 ans à 2020, pendant 17 ans donc. Et Bordeaux, vous avez aussi eu vos premières années d'engagement politique, puisque vous avez, si mes informations sont bonnes, dirigé la Fédération du mouvement des jeunes radicaux de gauche de Gironde dans vos premières années d'engagement. Après un parcours en cabinet ministériel vous connûmes, vous vous implantez dans la Manche et d'abord comme conseiller général de Cherbourg-Sud-Ouest, puis comme maire d'Octeville en 1995, et puis de Cherbourg-Octeville, et vous avez été député de la 5e circonscription de la Manche de 1997 à 2002 et de 2007 à 2012. Et enfin, et toutes et tous on a ça en tête, bien entendu, ce soir, vous avez été ministre délégué aux affaires européennes de 2012 à 2013, et à l'époque, Catherine Lalumière avait eu l'honneur et le plaisir de vous accueillir à l'hôtel de Coulanges, qui était notre ancienne Maison de l'Europe, et vous avez rejoint au-delà le ministère du Budget et le ministère de l'Intérieur, où vous serez en janvier 2015, on s'en rappelle tous aussi, en première ligne face à la série d'attentats islamistes qui frappaient notre pays. Vous citez souvent, cher Bernard Cazeneuve, cet autre grand élu de la Manche du XIXe siècle, Alexis de Tocqueville, dont vous louez la tempérance, mais qui loua aussi dans ses écrits l'esprit de la Révolution française de 1789, ce moment, dit-il, où l'amour de l'égalité et celui de la liberté partageaient le cœur des Français. Ce moment où ceux-ci ne voulurent pas seulement fonder des institutions démocratiques, mais aussi des institutions libres. Non seulement détruire des privilèges, mais aussi reconnaître et consacrer des droits. Alors aujourd'hui, pour lancer peut-être l'échange que nous allons avoir pendant une heure et demie, j'aimerais vous poser la question de ces droits en Europe. L'Europe qui protège est un mantra qui a souvent ces dernières années été mis en avant dans les déclarations et discours politiques en France, mais bien au-delà, dans beaucoup de pays européens. Cher Bernard Cazeneuve, quelle est votre vision en 2023 de cette fonction protectrice de l'Union et plus spécifiquement aux 3 niveaux suivants? L'Europe qui protège en matière individuelle quant à la protection des citoyens européens face au terrorisme et à la guerre. L'Europe qui protège au niveau des entreprises confrontées à l'extraterritorialité du droit américain qui présuppose, sous couvert du légitime combat visant à prévenir et à lutter contre la corruption, la capacité des juges et du département de la justice à engager des poursuites contre elles. Et puis l'Europe qui protège, bien entendu, d'aucuns, Jacques Attali, après Nouriel Rubini, ont évoqué une crise systémique financière qui pourrait arriver dans les semaines et les mois qui viennent. Et l'Europe qui protège, est-ce qu'elle a les moyens de protéger chacune et chacun d'entre nous face à une crise économique majeure qui pourrait amener à impacter le continent, le vieux continent, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Donc c'est autour de cette thématique qu'on pourrait peut-être lancer l'échange. Puis bien entendu, je pense que beaucoup de nos amis auront des questions à vous poser au-delà de ce propos introductif. Merci encore. Bien, Monsieur le Président, je ne sais pas si vous m'entendez les uns et les autres, j'espère que oui. Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'offrir l'hospitalité de ces lieux. Nous sommes ici dans votre maison à tous, et vous me donnez l'occasion d'un moment de nostalgie, car finalement, je retrouve ici l'ambiance que j'ai aimé rencontrer lorsque j'étais jeune ministre des Affaires européennes, que je venais d'arriver dans mes fonctions, et que Catherine Lalumière, qui présidait à l'époque la Maison de l'Europe, voulant m'encourager dans mes premiers pas et me prodiguer ses conseils avec l'extrême humilité et gentillesse qu'on lui connaît, m'invitait à venir rencontrer son public pour lui faire part des grands enjeux auxquels nous étions confrontés à l'époque. Et je n'étais pas revenu, je le disais à Ursula en la saluant tout à l'heure, dans ces lieux, en tous les cas auprès de vous, puisque les lieux étaient différents à l'époque où Catherine m'avait invité. Depuis plus de 10 ans,
je n'ai pas vu ces 10 dernières années passer. Il est vrai qu'elles m'ont donné suffisamment de grains à moudre et de tâches pour que je n'ai pas éprouvé le sentiment de l'ennui, à aucun moment. Des ennuis, oui, mais de l'ennui, non. Et donc, je vous retrouve avec un immense plaisir, et puis aussi, je vous retrouve avec la conscience que nous avons en partage dans une circonstance très particulière, qui est celle des difficultés auxquelles le continent européen se trouve de nouveau confronté, avec lui notre pays. Nous nous trouvons dans un contexte où l'Europe, dans ses principes, dans ses valeurs universelles, constitue, peut-être plus encore que par le passé, à la fois une source d'interrogation et d'inquiétude, mais aussi un extraordinaire espoir. Et donc, pouvoir venir à votre rencontre pour essayer d'évoquer, sans pouvoir les approfondir tous, compte tenu de l'agenda extrêmement ambitieux que Michel a fixé à cette intervention, pouvoir évoquer quelques-uns de ces sujets avec vous est pour moi, bien entendu, plaisant et tout à fait utile. Je viens, bien entendu, auprès d'un public acquis à la cause européenne. Et je viens devant ce public comme Européen. Il est vrai que là où je me situe politiquement, l'opportunité d'avoir en face de moi des publics acquis est devenue très rare. Non pas que j'ai le sentiment d'être dans une approche des choses qui ne soit pas la bonne, même si je n'appartiens pas à la catégorie de ceux qui ont des certitudes sur tout et qui regardent tous ceux qui ne pensent pas comme eux-mêmes avec arrogance, dédain et parfois avec à la commission des lèvres l'injure. J'ai même des convictions suffisamment solides pour qu'il m'arrive, pas toute la journée, mais à certains moments de la journée, d'avoir la conviction d'avoir raison. Surtout quand j'entends les autres qui, sur les sujets européens notamment, s'expriment avec la rage que l'on sait. Mais trouver un public acquis à la cause européenne au moment où l'Europe est elle-même, pour des raisons qui tiennent au fait, notamment que la guerre a ressurgi sur son territoire, où l'Europe est taraudée par des interrogations de nature existentielle, a beaucoup de signification politique. Et je voudrais aborder les sujets sans trop tarder. D'abord, depuis 10 ans que j'ai quitté le ministère des Affaires européennes, beaucoup de choses ont évolué et beaucoup de défis nouveaux se sont présentés à nous. Quels sont les éléments d'évolution majeurs que nous pouvons déceler ensemble et qui sont comme autant de défis envoyés à l'Union européenne? Le premier, qui est le plus spectaculaire, sans doute le plus récent aussi, c'est le surgissement de nouveau sur le continent européen, non pas sur le territoire de l'Union européenne, mais à ses portes et au cœur du continent européen, de la guerre, qui prend des formes et qui aboutit à des souffrances que précisément les pères fondateurs de l'Union européenne avaient voulu, à travers le projet européen, rendre à tout jamais impossible. Ce retour-là, nous ne le voulions à aucun prix. Ce retour des bombes qui tombent sur des populations civiles, ce retour des dictateurs qui s'en prennent aux plus vulnérables des citoyens parmi les populations qu'ils veulent atteindre et toucher, qu'ils le font en ayant recours au cynisme le plus grand, qui se trouve d'autant plus efficace pour atteindre ses buts qu'il est désormais accompagné par les moyens de la communication numérique et toutes les opportunités de manipulation qu'offre la communication numérique. Imaginez ce qu'était le nazisme et le totalitarisme portés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, si cette abjection avait pu être amplifiée, renforcée, confortée par l'ensemble des moyens dont disposent ceux pour lesquels aujourd'hui la vérité n'a plus d'importance et qui parviennent, dans l'irréalité de la toile et du monde numérique, à diffuser des fausses informations au motif que seul compte le but qu'ils prétendent atteindre. Donc, la guerre réapparaît, et face à la guerre, même si l'Europe, sous l'impulsion de certains chefs d'État et de gouvernement, a pris des dispositions pour manifester sa solidarité avec l'Ukraine, même si l'Europe, dans le cadre du dialogue transatlantique, a réussi
a trouvé avec les États-Unis un moyen d'affirmer son attachement à la liberté, de s'inscrire résolument dans le monde libre. Malgré tout, la possibilité pour les peuples de l'Europe d'être garantis que les institutions européennes et les moyens des États parviendront à protéger l'Europe de l'extension du conflit demeure comme une interrogation taraudante, inquiétante, et qui rend l'avenir incertain, et qui peut à tout moment assombrir l'avenir de nos propres enfants. Le deuxième élément qui me paraît très déterminant et qui apparaît aussi à l'Europe comme un défi qui renvoie à l'essentiel, c'est le réchauffement climatique. Il y a quelques jeunes dans cette salle. Il y a une différence fondamentale entre les combats que nous avons menés avec Michel Derdevet et d'autres par le passé, lorsque nous étions politiquement engagés, pour certains d'entre nous, et les motivations qui président au combat de la jeunesse. Lorsque nous mobilisions, à l'époque lointaine évoquée par Michel lorsqu'il exhumé d'un passé que j'ai presque oublié, ma propre jeunesse politique, nous nous battions pour que le monde soit meilleur. Nous battions pour que la vie soit meilleure et plus belle. Désormais, les générations les plus jeunes se battent pour que la vie soit possible. Ça n'a rien à voir. Se battre pour que la vie soit meilleure, c'est être garanti de la possibilité d'un avenir, d'être garanti de la possibilité de la vie sur la planète. Se battre pour que la vie soit possible, c'est être dans cette angoisse qui peut conduire à des formes de radicalité que l'on aurait tort de juger sans les comprendre, qui sont les formes de radicalité d'une jeunesse qui estime qu'elle a été privée de son avenir par les générations qui l'ont précédée et qui, dans le productivisme le plus inconscient de la rareté des ressources et des biens communs, ont engagé les générations futures vers un avenir incertain. Et donc, l'Europe ne peut pas faire comme si cette question ne se posait pas, comme si la question de la vie sur la planète n'était pas un enjeu fondamental pour les jeunes générations. Et autant je condamne l'extrémisme et la violence, autant je comprends la radicalité, et on ne peut pas condamner l'extrémisme et la violence sans se poser la question de savoir quel débouché on donne à la radicalité de la jeunesse angoissée pour les raisons que je viens de dire, précisément pour que la radicalité n'aboutisse pas à l'extrémisme. Et ce défi-là, il est, pour les institutions européennes, devant l'Europe. Il doit être réglé. Le troisième sujet qui se présente à nous, c'est la mise en désordre de la communauté internationale. Je suis très frappé de constater que quel que soit l'endroit à partir duquel on regarde les continents et la planète, on ne voit nul point, nul pays, nulle parcelle de terre ou de territoire où la paix serait à tout jamais garantie. Prenons l'Afrique, où dans la bande sahélienne, les groupes terroristes sont disséminés. Je regardais l'autre jour, préparant un article sur le risque terroriste, quelques années là aussi après avoir quitté les responsabilités que j'ai exercées place Beauvau, et je constatais que dans la bande sahélienne, les groupes terroristes sont disséminés comme ils ne l'ont jamais été. Ansar el-Sharia, Al-Morabitoun, Boko Haram, Ansar el-Din, AQMI, AQPA, etc. Bon. Et non seulement ces groupes terroristes sont disséminés comme ils ne l'ont jamais été, on voit que la situation au Mali peut conduire à la prise en main de ce pays par un totalitarisme islamiste, mais on constate surtout que les milices envoyées par la Russie, les milices Wagner dans cette partie du continent africains auront pour conséquence la mise à sac de toute espérance, de toute possibilité de stabilisation, parce que toutes les informations qui me reviennent concernant les agissements de Wagner témoignent, s'il en était besoin, du fait que ces groupes, qui sont de véritables milices barbares dans les modalités de leurs interventions et inhumaines ô combien, ont pour modalité de semer partout la désolation par la violence et les massacres. Donc sur le continent africain, où jamais les coups d'État n'ont été aussi nombreux, où jamais la violence n'a été aussi répandue, où jamais le risque terroriste n'a été aussi grand,
où jamais les puissances, et je pense notamment à la Chine et à la Russie, ne pillent autant les ressources minières et naturelles de ce continent en continuant à laisser les peuples africains face à un destin pour eux funeste, les défis sont plus grands que jamais. Donc, la guerre qui revient, le défi climatique, partout dans le monde, un ordre international qui se délite. On voit dans la zone Asie-Pacifique, et l'affaire des sous-marins l'a bien montré, l'alliance AUKUS conduit les Américains à affirmer leur ambition indo-pacifique au détriment de l'intérêt qu'ils portaient à l'Union européenne, dans le cadre d'une bipolarisation des relations internationales entre la Chine et les Américains sur fond de conflits d'intérêts et d'ambition commerciale. Bon, il n'y a pas de continent où les choses soient stabilisées, où la paix soit garantie. Ces trois défis sont des défis majeurs auxquels s'ajoute un dernier défi, qui est celui de la capacité de l'Union européenne, par ses investissements, par ses choix politiques, d'assurer la prospérité de son économie dans un contexte où la compétitivité des entreprises européennes pose question, où la compétition entre les nations est grande et où le droit est utilisé par les pays comme un instrument de puissance. Alors, comme je voudrais laisser la place aux questions, je voudrais, sur les sujets qui ont été évoqués par Michel, apporter quelques témoignages de l'expérience passée, puis ensuite on pourra discuter ensemble. Ce témoignage, d'ailleurs, ayant vocation à évoquer quelques sujets et à susciter quelques interrogations de nature à nourrir le débat. Le premier point sur lequel je voudrais insister, et je m'en prendrai là aux populistes de droite et de gauche, c'est que tous ceux qui pensent qu'en sortant de l'Europe, nous serons mieux protégés, ne rendent pas compte de ce que sont les défis auxquels nous sommes confrontés, ni de la manière dont l'Europe s'est organisée pour nous permettre d'y faire face. Et je voudrais vous parler d'exemples qui vous parleront parce que vous les avez vécus et subis, peut-être pour certains d'entre vous, dans votre chair, parce que certains proches auront été atteints par le terrorisme ou auront été blessés pendant les attentats. Lorsque nous avons subi ces attentats terribles, j'étais à l'époque ministre de l'Intérieur et je me souviens du sentiment qui s'était emparé de notre pays et qui portait un nom, le chagrin, parce que les Français qui étaient dans l'altérité sentaient bien que ceux qui étaient tombés auraient pu être parmi leurs propres enfants ou leurs proches. Donc par transposition, nous ressentions comme une douleur personnelle la perte d'êtres chers dans les familles qui avaient été atteintes. Et mon obsession à l'époque, parce que nous étions dans une course contre la montre, la révision générale des politiques publiques avait fait perdre beaucoup d'effectifs à la gendarmerie et à la police. Les services de renseignement avaient été un peu désorganisés, il fallait les rehausser pour nous permettre de faire face à la difficulté du terrorisme. Et surtout, nous avions des défis européens considérables. Nous voulions que, face au populisme qui prétendait qu'il s'agissait de rétablir les contrôles aux frontières et de mettre aux frontières de chacun des pays de l'Union européenne des policiers et des gendarmes pour assurer l'efficacité de la lutte contre le terrorisme, nous savions que tel n'était pas le cas, mais en même temps, nous devions apporter la démonstration que l'Europe, en confortant ses politiques et ses moyens, était capable d'assurer la protection des Français et de l'ensemble des citoyens européens contre le terrorisme. Et ce fut le cas. Ce fut le cas pourquoi ? Parce que lorsque des jeunes Européens en nombre partent sur le théâtre des opérations terroristes en Irak et en Syrie, et qu'ils partent de tous les pays de l'Union européenne, pas seulement la France. La France, pour des raisons qui tiennent à la singularité de son histoire, était particulièrement frappée par ce phénomène. Mais tous les pays de l'Union européenne l'étaient. Lorsque je rencontrais Theresa May, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur au Royaume-Uni, elle me disait son inquiétude de voir son pays frappé après que ceux qui étaient partis en Irak et en Syrie, citoyens britanniques, reviendraient. J'avais la même inquiétude pour la France. Thomas de Maizière, ministre allemand de la chancelière Angela Merkel, avait la même interrogation et la même angoisse. Dans tous les pays européens existait cette crainte et cette idée que nos jeunes qui étaient partis en Irak et en Syrie, qui allaient rentrer sur le territoire européen en franchissant les frontières extérieures de l'Union, pouvaient à tout moment, quelle que soit leur nationalité, passer dans un pays de l'Union dont ils n'étaient pas le ressortissant pour le frapper. Et il était absolument indispensable à ce moment-là qu'on parvint
à armer l'Union européenne pour éviter que cela ne se produise. Et qu'avons-nous fait? Nous avons renforcé considérablement la coopération entre les services de renseignement au sein de l'Union européenne. Nous avons mis en place, non sans difficulté, parce qu'il a fallu aller à plusieurs reprises devant la commission Libé du Parlement européen pour parvenir à convaincre les différents groupes qui siégeaient au Parlement européen de faire cette concession à la réalité de la situation à laquelle nous étions confrontés, nous avons réussi à faire adopter le Passenger Name Records européen, le PNR européen, qui permettait, par l'analyse des données de voyage des passagers, de savoir quels étaient ceux qui, ayant longtemps séjourné sur le territoire des opérations, le théâtre des opérations terroristes, reviendraient en Europe pour nous frapper. Si nous avions disposé du PNR européen au moment où s'est produit l'attentat contre le musée juif de Bruxelles, nous aurions pu arrêter à son arrivée en Allemagne l'auteur de ce crime, parce que la traçabilité de ses déplacements témoignait de son engagement dans des opérations terroristes. Nous avons réussi à faire adopter le PNR. Nous avons réussi à renforcer la coopération entre les services de renseignement au sein de l'Union européenne. Nous avons réussi à faire en sorte que les différents pays de l'Union européenne et leurs services de renseignement alimentent le système d'information Schengen. Le système d'information Schengen est cette base de données partagée par les services de police et de gendarmerie dans le respect rigoureux des libertés individuelles et qui permet d'identifier, quel que soit le pays où la personne est arrêtée, ses antécédents, d'identifier le risque que cette personne représente et de la neutraliser avant qu'elle ne frappe. C'est chaque année 75 millions de données qui sont échangées par le système d'information Schengen. Sans Schengen et sans le système d'information Schengen, l'Europe et les pays qui la constituent seraient totalement aveugles face aux risques terroristes. Nous avons mis en place le système ESTA, qui permet de n'attribuer des visas qu'à des personnes dont nous sommes assurés qu'elles ne représentent pas un risque. Nous avons, au terme d'une négociation avec le Royaume-Uni, obtenu que le Royaume-Uni réintègre le programme Prüm, qui est un programme d'identification des individus par les traces papillaires, etc. Et l'Europe n'a jamais mobilisé autant de dispositifs pour la sécurité qui ont permis dans tous les pays d'Europe de réduire le risque terroriste par rapport à l'époque où il était significatif. Et il n'y aurait pas eu non plus de lutte efficace contre le terrorisme en dehors des frontières de l'Union européenne s'il n'y avait pas eu l'engagement des pays de l'Union européenne, pour un certain nombre d'entre eux, dans la coalition qui est intervenue en Irak et en Syrie pour éradiquer Daesh et ses états-majors. Et lorsqu'il s'est agi de lutter contre le trafic d'armes, s'il n'y avait pas eu la volonté des pays de l'Union européenne, alors que beaucoup d'entre eux étaient réticents, à un moment donné, d'adopter une directive de lutte contre le trafic d'armes au plan européen, nous aurions aujourd'hui le même niveau d'armes circulant au sein de l'Union européenne, résultant d'ailleurs pour un certain nombre d'entre elles du recyclage d'armes qui avaient été utilisées au moment de la guerre des Balkans, ces armes qui ont été vendues et échangées sur le Darknet par les groupes terroristes avant qu'ils ne nous frappent. Donc, quand on parle de l'Europe qui protège, et que l'on parle du risque le plus angoissant pour les citoyens européens, qui est celui du totalitarisme, de la violence terroriste, et que certains expliquent qu'en sortant de l'Union européenne, nous serions davantage protégés de ce risque, alors même que je viens de vous indiquer, outil après outil, combien nous aurions été dépourvus de possibilité de nous défendre si nous n'avions pas rehaussé ces moyens et si nous ne les avions pas développés davantage, on voit que la démagogie est située dans le propos de ceux qui proposent, pour protéger les Français, qu'on sorte de l'Union européenne. De la même manière, quand j'entends certains leaders tout aussi populistes, plutôt situés à l'extrême gauche, en tous les cas c'est là que je les situe, expliquer que finalement M. Poutine, apportant son soutien à Bachar el-Assad, qui a été l'assassin de son propre peuple, qui a martyrisé son propre peuple, que cette intervention était judicieuse au motif, je reprends les termes de celui qui les a exprimés, que Poutine allait sortir Daesh de Syrie et d'Irak. Non, il ne l'a pas sorti.
il l'a maintenue et entretenue pour pouvoir se maintenir au pouvoir, et Poutine n'a pas bombardé Daesh en Irak et en Syrie, il a bombardé les opposants de Bachar el-Assad en aidant Bachar el-Assad à martyriser son propre peuple. Et ce sont les pays européens de la coalition qui, intervenant en Syrie, ont permis qu'on éradique Daesh. Donc sans l'Europe, à l'intérieur comme à l'extérieur, nous serions exposés, plus que nous ne l'avons jamais été, au risque terroriste. L'Europe qui protège, c'est cela. Et il faut continuer ce travail. Et lorsque nous avons décidé, parce que nous avions un angle mort, de faire en sorte que les Européens qui étaient engagés sur les théâtres d'opérations terroristes soient contrôlés aux frontières extérieures alors qu'ils ne l'étaient pas jusqu'à présent, parce qu'ils bénéficiaient de la libre circulation au titre des règles de Schengen sur le territoire de l'Union européenne, et nous avons pour cela modifié l'article 7-2 du Code frontière Schengen, nous avons créé les conditions pour que l'on puisse neutraliser les terroristes au moment où ils franchissaient les frontières extérieures par la mobilisation de tous les outils dont je vous ai parlé. Donc, je suis heureux de pouvoir vous apporter ce témoignage, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire depuis que j'ai quitté la place de Beauvau, ma conviction profonde d'Européen, attaché à voir les valeurs universelles qui ont été au fondement de l'engagement européen des pères fondateurs. Ce combat-là n'est possible que dès lors qu'on croit suffisamment à l'Europe, et si l'on est suffisamment lucide sur l'état du monde pour faire en sorte de donner à l'Europe les moyens de nous protéger toujours davantage. Cela suppose que dans le trilogue, le Conseil, la Commission et le Parlement soient suffisamment lucides sur les enjeux et que le dialogue entre ces institutions s'instaure pour permettre de rehausser le niveau de protection. Cela implique aussi que dans l'intergouvernementalité, le Conseil européen prenne ses responsabilités. Et cela suppose aussi que les ministres des conseils, qui siègent aux différents conseils spécialisés de l'Union, aillent devant les commissions spécialisées du Parlement européen pour défendre leurs textes et leurs orientations, sans quoi il n'y a pas de démocratie européenne qui vaille. Le deuxième sujet sur lequel je voudrais vous dire un mot, et je le dirai de façon un peu provocatrice, c'est sur la finance européenne. Un président de la République que j'ai un peu connu avait eu cette formule « mon ennemi, c'est la finance ». Et on avait reproché à ce président de la République d'en avoir tiré aucune conclusion. Mais on peut considérer à juste titre que les conclusions qui ont été tirées n'étaient peut-être pas suffisamment audacieuses, mais on ne peut pas en déduire, si on est honnête, que rien ne s'est passé en Europe sur cette question de la régulation de la finance au regard de ce qu'était le contexte avant que la crise de 2007-2008 ne se déroule. Et comme il faut toujours scrupuleusement en politique rendre à chacun ce qui appartient à chacun, en 2007-2008, il y avait à la tête de l'État un président de la République qui s'appelait Nicolas Sarkozy, qui a pris la crise en pleine figure, et dont il serait tout à fait absurde de considérer qu'il n'a rien fait au moment de cette crise. Parce qu'il a beaucoup agi au moment de cette crise pour éviter que la crise des subprimes et de la crise économique et bancaire ne se traduise par une crise de l'économie réelle. Il a voulu imposer à l'Union européenne un plan de relance. L'Union européenne, pour des raisons qui tenaient à la position de ceux qu'on appelait les frugaux, c'est-à-dire les Allemands et puis les pays d'Europe du Nord, n'a pas voulu que cette relance soit organisée, moyennant quoi nous avons organisé la relance tout seul. Et comme nous avons organisé la relance tout seul parce que nous n'étions pas capables de l'imposer au plan européen, la France s'est retrouvée avec un niveau de déficit significatif, de l'ordre de 6% en 2012, qu'il a fallu réduire après que nous avons décidé d'entrer dans les traités six-pack, two-pack, nous imposant un niveau de déficit qui soit compatible avec la monnaie unique. Et lorsque je suis arrivé au ministère des Affaires européennes, il fallait que je fasse ratifier un traité dont on avait dit pendant la campagne électorale que nous ne le ratifierions pas. Comme quoi, il faut faire très attention à ce qu'on dit pendant les campagnes électorales. Et comme je ne voulais pas, comme ministre des Affaires européennes, procéder devant le Parlement à trop de propos sur la ratification du traité sans qu'il y ait quelques garanties, nous avons dû négocier avec les institutions européennes un certain nombre de garanties qui permettaient de rendre le traité soutenable. Et ces garanties, quelles furent-elles ? Et ces garanties, ce fut la possibilité de mettre de l'ordre dans la finance européenne, en essayant de transposer au sein de l'Union européenne les principes de Bâle III, à travers l'instauration de l'union bancaire.
c'est-à-dire un dispositif de supervision bancaire qui n'existait pas, un dispositif de garantie des dépôts qui n'existait pas, et un dispositif de résolution des crises bancaires qui n'existait pas. C'est ce qu'on a appelé le paquet CRD4, paquet de directives européennes, qui a permis de mettre en place un dispositif de régulation de la finance destiné à faire en sorte que les errements que l'Europe avait jadis connus et qui avaient conduit aux dérèglements les plus grands ne puissent pas se reproduire de nouveau. Et j'étais ministre des Affaires européennes à l'époque, puis ensuite ministre du Budget, donc j'ai eu à participer au sein des instances européennes à la négociation, notamment avec les Allemands, de ce paquet, qui était un paquet de régulation d'une finance qui était devenue folle et dont l'Europe devait protéger les citoyens et l'économie réelle. Nous l'avons fait. Alors bien entendu, c'est beaucoup moins spectaculaire que les discours vocaux. C'est d'une technicité telle que c'est difficilement accessible spontanément à une mode de communication politique qui convoque l'usage de la phrase brève au service des idées courtes, qui s'appelle Twitter. En un tweet, vous n'expliquez pas ce qu'est l'union bancaire. Il en faut moins 3, puisqu'il y a la résolution des crises bancaires, la garantie des dépôts et la supervision bancaire. Mais même avec 3, ça ne suffit pas. Et donc, l'Europe nous a protégés par la mise en place de ces dispositifs, de ce que la crise financière pouvait emporter de conséquences sur l'économie réelle. Et si, aujourd'hui, nous sommes en situation d'éviter, pas assurément, parce que ce n'est pas une science exacte, que de tels phénomènes se reproduisent, c'est précisément parce qu'à travers ces paquets, nous nous sommes dotés des moyens de régulation de la finance. De la même manière, quand on met en place LCBFT, la directive lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, 5e directive et 5e directive bis, nous le faisons avec la même volonté d'éviter que ne transitent dans le secteur financier des fonds dont la traçabilité est insusceptible d'être reconstituée et qui sont de nature à alimenter les réseaux terroristes les plus grands. J'ai pris l'exemple du terrorisme, j'ai pris l'exemple de la finance, et je voudrais terminer par un dernier sujet qui est la protection de nos intérêts industriels vitaux. En vous racontant une dernière histoire, puis j'arrêterai là. En 1977, les Américains ont été confrontés à un scandale qui s'appelle le Watergate. Ce scandale auquel les Américains ont été confrontés a eu un tel effet tellurique sur la réputation des États-Unis que les Américains ont décidé de rehausser leur réputation en mettant en place un ensemble de dispositifs législatifs destinés à lutter résolument contre la corruption. C'est ainsi qu'a été adopté en 1977 un texte très important aux États-Unis, le Foreign Corrupt Practice Act, FCPA, qui, par l'intermédiaire d'un outil, le Deferred Prosecution Agreement, DPA, a conduit le DOJ, Department of Justice, à poursuivre des entreprises américaines, dans un premier temps, qui avaient été à l'origine de faits de corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, et à imposer à ces entreprises américaines des niveaux d'amende absolument considérables. Les Américains ayant constaté à partir de 1977 que l'Europe ne faisait absolument rien pour lutter contre la corruption dans une économie de plus en plus mondialisée, ont décidé à partir de 1998 de demander au Department of Justice de poursuivre des entreprises européennes qui n'avaient pas leur siège aux États-Unis, mais dont l'activité avait pu à un moment donné les conduire à utiliser des transactions en dollars, des serveurs américains, ou qui avaient en leur sein des collaborateurs américains qui avaient pu se trouver à l'origine de la commission de l'acte de corruption. Donc, ils se sont mis à poursuivre toute une série d'entreprises européennes, toute une série, avec des motifs juridiques faibles, enfin des liens de rattachement juridiques faibles, mais en prélevant sur les entreprises européennes des niveaux d'amende considérables. BNP, 9 milliards, Alstom, quelques centaines de millions d'euros, Airbus, 3,4 milliards, etc., etc. Et on a même vu, pour Alstom, qu'après avoir été saigné par le DOJ, Alstom a été racheté par GE. Hasard complet. C'est-à-dire que nous avons vu que les Américains utilisaient le droit dans un cadre extraterritorial à des fins d'affirmation de leurs objectifs de puissance et de leurs objectifs diplomatiques. Et nous, pendant ce temps-là, nous ne faisions rien. Il a fallu attendre 1997 pour que l'OCDE prenne une convention
sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. Nous l'avons transposé au début des années 2000. Puis il a fallu attendre la fameuse loi Sapin 2 de 2016. Comme quoi, mon ami c'est la finance, ça a quand même conduit à prendre quelques dispositions. Je poursuis mon idée. Loi contre la corruption de 2016 qui a mis en place en France des dispositifs de prévention et de la lutte contre la corruption dans les entreprises françaises, mais surtout qui a mis en place en France la Convention judiciaire d'intérêt public et le parquet national financier qui n'existait pas, et le PNF et la Convention judiciaire d'intérêt public permettent à la France, désormais, de poursuivre ses propres entreprises. Et quand ces entreprises sont prises dans des faits de corruption qui ont une dimension internationale, c'est le PNF qui négocie avec le DOJ pour que l'amende soit partagée entre les différents trésors des pays concernés par l'infraction, pour que le principe non bis in idem s'applique, qui veut qu'une entreprise ne puisse pas être condamnée plusieurs fois pour la même infraction, et c'est le Trésor français qui perçoit les sommes. C'est-à-dire qu'on cesse, par ces dispositions, d'alimenter le Trésor américain de l'argent gagné par les entreprises françaises, leurs travailleurs, leurs cadres, leurs ingénieurs. Mais ce que nous avons fait au plan français n'existe pas dans tous les pays de l'Union. Nous avons un PNF qui est capable de poursuivre des responsables politiques et des responsables d'entreprise lorsque la corruption s'est emparée d'eux. Mais en Roumanie, qui est un pays qui est dans le marché intérieur, lorsque le procureur général roumain veut poursuivre un responsable politique roumain pour des faits de corruption, il est limogé. Moyennant quoi, le procureur en question devient procureur européen. Et parfois, une succession de mauvaises manières aboutissent à une belle promotion. Ça peut arriver. Ce n'est pas toujours le cas. Et donc, nous devrions avoir un dispositif de prévention et de lutte contre la corruption européen. Et surtout, et je conclus par cela, nous devrions profiter de l'article 83 du traité de fonctionnement de l'Union européenne pour donner aux juges européens une compétence extraterritoriale équivalente à celle dont bénéficie le juge américain, de telle sorte à ce que les Américains réfléchissent à deux fois lorsqu'ils veulent utiliser dans un cadre extraterritorial leurs droits, sans problème, puisque nous-mêmes, nous ne le faisons pas à l'égard de leurs propres entreprises. Donc, vous voyez, je prends ces trois exemples, la lutte contre le terrorisme, la finance, les entreprises et la protection de leurs intérêts, mais je pourrais prendre les enjeux climatiques avec la directive en cours de discussion sur le devoir de diligence des sociétés mères et des entreprises donneurs d'ordre, qui est un texte européen formidable qui peut avoir des conséquences très utiles sur l'impact des activités des entreprises, sur les droits humains, la santé et l'environnement. L'Europe nous protège. C'est par l'Europe que nous pouvons parvenir à faire en sorte que l'économie, les droits sociaux soient mieux protégés, que les citoyens soient mieux protégés, y compris face aux risques les plus violents que sont la guerre et le terrorisme. Mais aussi faut-il qu'il y ait suffisamment de cœur ardent, et notamment pendant les campagnes électorales, parce que je conviens que les thèmes sont moins porteurs que la démagogie chimiquement la plus pure, pour aller expliquer avec clarté aux citoyens à quel point il serait dangereux de s'éloigner de ce chemin, même si ce chemin est, comme tous les chemins exigeants, le plus ardu, le plus difficile, sans doute le plus compliqué à faire partager au plus grand nombre. Mais si l'on est européen, il faut prendre le risque de faire partager cette ambition. Il faut prendre le risque de rendre intelligible la complexité des choses. Il faut prendre le risque de la rigueur et de l'honnêteté intellectuelle. Il faut prendre le risque, face à un monde numérique où les faits n'ont plus d'importance, de rappeler inlassablement les faits, de les articuler les uns aux autres pour mettre de la cohérence et de la rationalité dans le raisonnement. Sans quoi, tout le projet des pères fondateurs de l'Union européenne s'effondrera sous la poussée des populismes, sous la poussée des démagogues, sous la poussée de tous ceux qui, en réalité, ont l'état de droit et la démocratie en détestation et qui, combat après combat, parviennent finalement à mettre à mal l'état de droit et les valeurs que nous avons en partage et qui sont celles de l'universalisme européen. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, il y a un micro qui circule, donc n'hésitez pas. Madame devant.
Et puis, Thierry, en suivant. Thierry, c'est simple, en suivant. Monsieur le ministre, bonsoir. Merci beaucoup pour cette passionnante conversation. C'est bon, ça marche. Oui, c'est bon là? Oui. Plus près. Allez-y. Bon. Merci beaucoup pour ce passionnant échange. J'ai une question plutôt sur les flux migratoires et quelle est votre approche européenne en fait de cette gestion des flux? La mer Méditerranée est devenue un cimetière. On voit que l'Europe reste un rêve pour beaucoup. Et dans les narrations, dans les discours, il y a très peu d'humanisme, justement, très peu de prise en compte de la dignité de l'homme. J'aimerais savoir, vous, aujourd'hui, quelle position vous avez déjà aussi sur l'interprétation des accords de Dublin. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les accords de Dublin existent, mais qui sont interprétés par les pays qui sont souverains et qui est une vraie discorde au sein de l'Europe. Et donc voilà, donc j'aimerais savoir quel est pour vous l'enjeu des flux migratoires à venir et comment est-ce que vous comptez y mettre peut-être une part un peu plus humaniste et peut-être d'inclusion aussi. Qu'est-ce que vous prévoyez pour inclure ces personnes en détresse? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question qui est une question là aussi qui évoque des souvenirs et pour moi une expérience. Parce que finalement, pendant la période où je me suis trouvé place Beauvau, très sollicité au sein du Conseil de justice et affaires intérieures de l'Union européenne sur la crise migratoire, nous avons dû en 2015-2016, pour des raisons qui tenaient la situation en Irak et en Syrie, mais également dans la Corne de l'Afrique, en Érythrée, et aussi dans la bande sahélienne, accueillir en l'espace de quelques semaines et quelques mois 2,5 millions de migrants sur le territoire de l'Union européenne. Nous n'avions pas connu de crise migratoire de cette ampleur depuis le début de la création de l'Union européenne, enfin de l'Europe. Et depuis d'ailleurs, même si la crise migratoire se poursuit, c'est-à-dire s'il y a toujours un enjeu autour de la crise migratoire, nous ne sommes plus à ces niveaux d'arrivée de population. À l'époque où cet événement s'est produit, nous avons été confrontés à plusieurs défis. Et je vais les évoquer de façon précise, mais je ne veux pas que vous déduisiez de la proposition, de la présentation précise de la situation, que la précision est le résultat d'une absence totale d'humanité dans le traitement du sujet. Parce que finalement, quand vous présentez le constat de façon très, très à plat, comme c'est une question sur laquelle il y a énormément d'acteurs, parfois d'ailleurs extraordinairement cyniques, qui, la main sur le cœur, laissent poindre des larmes dans les yeux, mais avec un seul et unique objectif qui est celui d'instrumentaliser cette question à des fins politiques pour eux-mêmes, je pense que le bon traitement de ce sujet commence par un regard lucide porté sur la situation. Qu'est-ce que nous avons fait à l'époque ? À l'époque, nous avons essayé de comprendre quel était le phénomène. Bon. Le phénomène résultait du fait que des responsables politiques qui martyrisaient leur peuple poussaient des dizaines de milliers de femmes, d'enfants, d'individus à prendre des chemins de l'exode pour pouvoir continuer à vivre. C'est le cas en Irak, en Syrie, mais c'était le cas aussi en Érythrée, où le régime d'Issaïas Afwerki, depuis des décennies, conduisait au pire en Afrique. C'était le cas aussi en Libye, où les milices qui essayaient de faire prévaloir leurs intérêts, et leurs intérêts notamment cupides, après l'effondrement du régime de Kadhafi, avaient organisé des réseaux mafieux qui prélevaient jusqu'à 10-20 000 euros sur des migrants pour les mettre dans des cercueils flottants en Méditerranée. Et beaucoup d'entre eux perdaient la vie. Et après avoir payé ces 10 ou 15 000 euros pour quitter la Libye sur des rafiots de fortune, ils repayaient 10 ou 15 000 euros pour passer la mer de Manche à d'autres réseaux de passeurs après s'être concentrés à Calais. Donc, il y avait ceux qui fuyaient pour des raisons qui tenaient au fait que s'ils ne fuyaient pas, ils mourraient. Ils relevaient du statut de réfugiés en Europe. Notre devoir était de les accueillir. Et puis, il y avait tous ceux qui, embarqués par les réseaux de passeurs, franchissaient la bande sahélienne et arrivaient en Europe pour des raisons économiques.
nous ne pouvions pas accueillir les uns et les autres à la fois. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible pour des raisons que je vais vous expliquer et que j'ai vécues de façon très, très dure à l'époque. Nous avions 40 000 places en centre d'accueil et demandeurs d'asile, en CADA. Il fallait, pour absorber l'accueil de tous ceux qui voulaient venir en France, tripler le nombre de ces places. Mais ça ne se fait pas en quelques mois. Il faut construire des logements, il faut mobiliser des moyens financiers, etc. Bon. Et vous aviez par ailleurs, parce que la question avait été traitée en mettant la poussière sous le tapis, dans les hébergements d'urgence en France, des dizaines de milliers de migrants qui étaient en situation irrégulière et dont on ne voulait pas régulariser la situation, pas nous, par le passé, pour ne pas avoir un affichage politique qui soit contraire à l'idée que les gouvernements se faisaient à l'époque de ce sujet. Bon. Et il y avait en Europe une désorganisation totale, parce que les migrants arrivaient en 2 points, Lampedusa en Italie, les îles grecques, il n'y avait aucun dispositif d'accueil, les passeurs étaient dans ces endroits, les prenaient en leur faisant payer des sommes supplémentaires et les envoyaient sur des routes, nouvel exode, en Europe centrale et orientale, où ils étaient dans certains pays battus, avec la complicité des gouvernements, et arrivés à Calais pour aller vers le Royaume-Uni, où traverser la frontière italo-française à Vintimille pour également aller à Calais ou aller en essayant de passer au Royaume-Uni. Bon. La politique que nous avons préconisée à l'époque au sein de l'Union européenne, et nous l'avons conçue à 3, cette politique. Theresa May, parce que j'avais besoin d'un accord avec les Britanniques pour la prise en charge des mineurs isolés à Calais qui voulaient aller en Royaume-Uni, Thomas de Maizière et moi. Cette politique, elle consistait à mettre en place ce que l'on appelait les hotspots dans les îles, c'est-à-dire des dispositifs d'accueil et de distinction de ceux qui relevaient du statut de réfugié des autres, les autres ayant vocation à être immédiatement reconduits à la frontière et les réfugiés immédiatement pris en charge pour bénéficier du statut de réfugié. Et l'idée était de répartir les migrants relevant du statut de réfugié entre les différents pays de l'Union européenne selon des critères qui ont conduit la presse à indiquer la France veut mettre en place des quotas. Non, nous ne voulions pas mettre en place des quotas, nous voulions mettre en place la solidarité entre les pays de l'Union en vue de l'accueil des migrants à partir de critères tenant compte du PIB, de la démographie, du niveau de l'emploi, etc. Bon. Et l'Allemagne était prête à le faire avec nous et le Royaume-Uni aussi. À quoi avons-nous été confrontés à ce moment-là? Nous avons été confrontés pour les hotspots à 2 problèmes. Les Grecs, nous étions en pleine crise de la zone euro, se voyaient imposer par l'Union européenne des sacrifices considérables pour établir leur situation financière et n'étaient pas en situation d'assurer l'accueil des migrants dans les hotspots. Il fallait donc organiser la solidarité de l'Union européenne vis-à-vis de la Grèce dans les hotspots, mais à part les Allemands, les Français et les Britanniques, personne n'était prêt à le faire. Et pour la répartition des migrants, aucun pays de l'Union européenne ne parvenait à accepter de prendre sa part. Aucun, à l'exception des 3. Bon. Les Slovaques, qui étaient dirigés par des socialistes, prenaient 3 fois le temps de parole de tous les autres pour dire qu'ils ne voulaient personne. Ce n'est pas un problème droite-gauche en Europe, il y en avait pour tout le monde. Hein. Bon. Le blocage était total. Nous essayons avec les ministres d'arriver à un accord jusqu'au moment où Angela Merkel, pour des raisons qui tenaient au besoin dans lequel elle était d'avoir une main-d'œuvre, a décidé de faire une déclaration par laquelle elle accueillait tout le monde. Tout le monde s'est précipité à Berlin, mais Berlin n'était pas prêt. Et donc nous avons vu un discours à ce moment-là tenu par une grande partie des Européens sur le thème « Madame Merkel et la conscience morale de l'Europe ». Le ministre allemand de l'Intérieur me disait « Je ne sais pas comment nous allons faire en Allemagne. Elle a pris cette décision toute seule, mais nous ne savons pas faire. » Et moi, je constatais que jour, après que cette décision avait été prise, il y avait des migrants qui franchissaient la frontière franco-belge, après être partis de Berlin, et se réfugiaient vers Calais. Il y avait donc à Calais
entre 10 et 15 000 migrants vivant dans des conditions abjectes, et à Paris aussi. Parce que la pression, elle était sur Paris et Calais. À ce moment-là, la décision qui a été prise par nous a été, bien entendu, de doubler le nombre de places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Et surtout, la décision que j'ai prise, c'est d'évacuer Calais. Mais pas d'évacuer Calais avec un hélicoptère et des CRS. Je ne suis pas monté dans un hélicoptère pour survoler la lande pendant que les CRS éparpillaient tout le monde sans se préoccuper du sort d'aucun. Non. Nous avons créé 570 centres d'accueil et d'orientation répartis partout sur le territoire national, avec le concours de maires républicains de toute sensibilité politique, le concours d'associations qui nous critiquaient parce qu'on n'en faisait pas assez, mais qui collaboraient avec nous pour assurer l'accueil des migrants. Et quand je leur disais, mais pourquoi vous n'expliquez pas que vous collaborez avec nous? Parce que nous ne voulons pas subir la pression de certains groupes. Et lorsque, ayant réussi au bout de 6 mois à créer les 570 centres d'accueil et d'orientation, et que j'ai envoyé plusieurs centaines de bus à Calais pour que les migrants montent dans les bus et partent dans ces centres d'accueil et d'orientation, j'avais l'extrême gauche, la même que celle qui vocifère sur les réseaux sociaux à chaque fois que je m'exprime, qui hurlait à la déportation des migrants à partir de Calais. Nous les mettions tous dans le dispositif national d'asile, tous, dans 570 centres d'accueil et d'orientation. Il paraît que cette politique était une politique inhumaine. Mais que fallait-il faire de plus? Que pouvait-on faire de plus que de se battre au plan européen pour que la solidarité existe? Que de mettre tout le monde dans le dispositif national d'asile en France, tout le monde qui était à Calais et à Paris, de le faire avec le concours des associations qui, aujourd'hui, expliquent, allez interroger la CIMAD, faites-le, à l'époque, le traitement était humain. Mais si notre pays n'est pas capable pour accueillir, alors après, personnalités politiques à l'époque qui avaient de grandes ambitions pour elles-mêmes et qui d'ailleurs ont réussi à atteindre leur objectif, ont expliqué que ce qui était fait n'était pas assez, que Mme Merkel était la conscience de l'Allemagne. Ça s'est terminé par les circulaires Collomb. Je le rappelle quand même, c'est un fait incontestable. Bon. Et une politique migratoire qui n'avait rien à voir avec celle que nous avons menée. Donc, voilà ce que nous avons fait. Et quelle conclusion j'en tire? J'en tire que la véritable inhumanité, le véritable cynisme est celui qui consiste à prendre ces sujets pour en faire des instruments de positionnement politique et de posture. Et que quand vous essayez de faire les choses sans bruit, sans ostentation, mais en construisant une politique pas à pas, et que vous le faites sans à aucun moment chercher à valoriser ce que vous faites, parce que la seule chose qui vous importe, c'est la situation des individus. Eh bien, à ce moment-là, c'est peut-être là ma naïveté, vous laissez tous ceux dont la stratégie est exclusivement vocale détruire ce que vous essayez de faire d'humain en vous faisant passer pour un être sans cœur. Et ça vaut pour l'Allemagne comme pour nous. Parce que mon collègue Thomas de Maizière, qui était conservateur, en Allemagne, il a essayé de mener la même politique que celle que j'ai menée en France, avec plus de difficultés, parce que comme il y a eu énormément de migrants, la possibilité d'organiser correctement les choses était difficile. Donc, pour moi, la politique migratoire qui consiste à accueillir et accueillir sincèrement est une politique qui passe par la construction d'une stratégie, et c'est difficile. Et vous ne pouvez pas accueillir si vous ne vous donnez pas les moyens de bien le faire. Et vouloir accueillir tout le monde si vous n'êtes pas en situation d'accueillir chacun dignement, c'est faire la démonstration de votre impuissance. Et c'est nourrir tous ceux qui, dans la xénophobie, la haine de quiconque vient d'ailleurs et est différent, s'emploient à rendre impossible toute stratégie migratoire qui soit rationnelle et humaine. Et sur ce sujet, la dimension européenne est fondamentale. Pour toutes les raisons que j'expliquais à l'instant. Si nous ne parvenons pas à organiser sur le plan européen la solidarité, si nous n'arrivons pas à aligner les politiques d'asile, si nous n'arrivons pas à nous faire un devoir commun d'accueil de ceux, et si nous n'arrivons pas non plus à construire un dialogue euro-africain qui permette de maintenir en Afrique des populations dont l'Afrique a besoin, parce que ce sont des populations qui ont des talents, des diplômes. Quand j'entends que l'objectif d'une loi pour l'immigration que nous pourrions porter est destiné à prendre toutes les compétences de médecins, d'ingénieurs dont les pays du Sud ont besoin pour pouvoir assurer notre propre croissance, je me dis ça franchement, si c'est une politique migratoire généreuse, il faut m'expliquer c'est une politique migratoire cynique.
Parce que moi, je ne veux pas qu'on prenne des médecins en Afrique pour les mettre dans les hôpitaux français. Non pas parce que je n'ai pas confiance dans les médecins africains, ils sont excellents. J'ai été soigné par des médecins africains il y a de ça quelques années, c'était formidable. Donc j'ai une totale confiance en eux. Mais moi, je veux que les enfants africains dans les villes et les villages africains soient soignés par leurs propres médecins. Et je veux que les politiques de santé françaises permettent à des médecins français ou européens d'agir dans les hôpitaux. Je n'ai pas envie qu'on aille prendre tous les talents en Afrique pour les mettre en Europe, au motif qu'il faut être accueillant et généreux, parce que ça, c'est une politique qui consiste à organiser une véritable saignée de compétences, d'intelligence, de talents dans des pays qui ont besoin de ces ressources. De la même manière, faire cela alors même que par les politiques de visa, au motif que les laissez-passer consulaires ne sont pas délivrés, qu'il faudrait organiser des représailles à l'égard des pays de provenance, par une politique de visa privée des étudiants étrangers de venir étudier en France, alors même que ceux qui ont réussi à étudier en France seront ensuite appelés à venir travailler chez nous en privant leur pays d'origine de la possibilité d'y récupérer pour leur croissance et leur bien-être, me paraît d'un cynisme incroyable. Donc le cynisme n'est pas là où l'on croit. Il faut faire par la parole publique sincère et argumentée un travail de déconstruction de tout cela. Sinon, c'est le triomphe de la xénophobie et du populisme. Et voilà ce que je pense. La fuite des cerveaux. Thierry Cessin, Fabrice de Marigny, après et monsieur derrière. Donc déjà, 3 questions de Thierry. Merci. Merci. Vous m'entendez ? Merci, monsieur le Premier ministre, pour avoir fait l'effort de tenir cette ligne de crête sur la question de l'immigration. Néanmoins, Le micro. j'espère que vous m'entendez cette fois-ci. On vous entend. Voilà. Donc, je disais merci, monsieur le Premier ministre, d'avoir fait l'effort de maintenir cette ligne de crête sur ce sujet compliqué qui est l'immigration. Ceci dit, vous avez... cela dit, je voulais juste apporter un élément peut-être de contradiction et sous forme d'une question. Est-ce que néanmoins le risque que vous avez évoqué tout à l'heure lors de vos présentes fonctions, notamment dans l'histoire de Calais, est-ce qu'aujourd'hui le risque principal sur ces questions-là, ça n'est pas tellement, et surtout le risque de l'émergence d'une Europe de techno-souverainistes, parce que ce terme, l'Europe qui protège, qui est utilisé pour assurer sur le destin européen, quelque part, le risque n'est-il pas à la fin que les nationalistes souverainistes s'emparent uniquement du thème de la protection pour faire à la fin une Europe à la carte qui serait uniquement l'Europe forteresse contre le reste du monde. Donc moi, je sens ce risque pointe très fortement, notamment en Italie, puisque heureusement, il y a des élus locaux en Italie, le maire de Rome, etc., qui résistent à cette tentation techno-souverainiste. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour inverser ça? J'imagine que vous allez parler du reste des valeurs, parce que l'humanisme, etc. Mais je crois que ça, ce serait bien de dire l'Europe qui protège, certes, mais sur des valeurs qu'on aurait sans doute tendance à mettre de côté et à ne pas rappeler. La deuxième question, si je peux me permettre, la question de la crise démocratique. On en parle en France. Il y a des débats sur est-ce qu'on vit ou pas une crise démocratique. Est-ce que vous pensez qu'on traverse une crise démocratique équivalente aujourd'hui dans l'Union européenne? Et si c'est le cas ou non, est-ce que des dispositifs devraient être adoptés, par exemple, pour rapprocher les citoyens de l'Europe par l'élection du président de la Commission européenne au suffrage direct, par exemple, par les citoyens, pour essayer de raccrocher les wagons, comme on dit, entre citoyens et Commission? Les deux questions sont de nature différente, elles sont toutes les deux intéressantes et touchent au fond du débat. Sur la première question, le souverainisme et souveraineté. Si l'on veut éviter que le souverainisme, c'est-à-dire le retour du nationalisme, doublé de la bonne conscience, parce que les souverainistes ne disent pas qu'ils sont nationalistes, ils disent qu'ils sont soucieux des intérêts de la nation. Si l'on veut éviter que le souverainisme ne triomphe, il faut traiter la question de la souveraineté. Si au moment où une crise sanitaire se produit, l'Europe fait le constat que certains pays sont dépourvus de la possibilité d'avoir accès à des médicaments, et si l'on fait le constat que pour des raisons sur lesquelles il nous faudrait du temps pour donner des explications,
Des médicaments que nous avions lorsque nous étions enfants sont plus accessibles à des familles lorsque leurs enfants sont malades. Par exemple, les antibiotiques amoxicilline que l'on trouve dans des conditions extraordinairement périlleuses, même du paracétamol. Lorsque l'on est obligé, lorsque la crise sanitaire arrive, de prendre des décisions de relocalisation en mobilisant l'industrie pharmaceutique française de médicaments dont on a grandement besoin et qui ont disparu. Lorsque l'on constate que pour réussir les véhicules électriques, il faut des composants et pour fabriquer des batteries, etc., dont nous sommes totalement dépourvus. Lorsque l'on constate tout cela, et que la question se pose de savoir comment nous allons pouvoir répondre à nos besoins souverains, parce que nous avons théorisé notamment en France le concept de l'industrie sans usine, en laissant la désindustrialisation se faire, lorsque nous avons théorisé le fait qu'il n'était pas très grave que des pays comme la Chine puissent voir se délocaliser sur leur territoire une grande partie de la production industrielle européenne et française, puisque l'avance technologique dont nous disposerions nous permettrait toujours de garder notre différentiel de compétitivité et d'emploi, ce qui d'ailleurs témoignait d'une vision du reste de l'humanité absolument étonnante, comme si les autres n'étaient pas capables eux-mêmes d'accéder à la connaissance, à l'innovation technologique, au transfert de technologie. Ils ont eu les emplois que nous avons décidé de leur céder, et ils ont accédé à la technologie avec une efficacité absolument considérable. Donc, moi je suis absolument convaincu que si l'on ne veut pas que le souverainisme triomphe, c'est-à-dire le nationalisme étroit, qui sur aucun des sujets que je viens d'évoquer ne parviendra à apporter la solution pertinente, il faut traiter du sujet de la souveraineté. C'est-à-dire qu'il faut que l'Europe, comme les nations, articulées les unes aux autres sur des enjeux fondamentaux, les biens dont on a besoin pour soigner les populations, les industries dont on a besoin pour assurer la transition écologique, le niveau d'investissement dont on a besoin pour assurer la formation de nos ressources humaines les plus jeunes, que tout cela soit possible en Europe. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que nous devons tout produire nous-mêmes. Nous devons produire suffisamment pour être en situation d'offrir aux autres dont nous avons besoin d'un certain nombre de ressources, les ressources dont ils ne disposent pas et que nous produisons nous-mêmes. C'est ça, un ordre international équilibré. Il ne s'agit pas de se mettre à tout produire nous-mêmes par souci de souveraineté en redécouvrant l'autarcie. Il s'agit de créer les conditions d'une base industrielle et technologique suffisamment solide dans les domaines sur lesquels nos intérêts stratégiques et notre autonomie stratégique est en jeu pour pouvoir assurer nos intérêts souverains. De la même manière, compte tenu de ce qui se passe en Europe avec la crise ukrainienne, si nous ne sommes pas capables de produire nous-mêmes un certain nombre de moyens dont nous avons besoin pour assurer notre défense, et que nous continuons européens, alors même que nous créons le fonds européen de défense, nous continuons à acheter nos avions aux Américains, alors même que nous avons fait Airbus avec les Allemands, nous avons un sujet. Bon. Donc, moi je ne suis pas inquiet du souverainisme. Je suis inquiet de l'incapacité dans laquelle nous sommes de définir les voies de notre autonomie stratégique et de la défense de nos intérêts souverains, parce que si nous ne sommes pas capables de le faire, alors le souverainisme, comme une aporie politique, c'est-à-dire comme un processus d'arrasement politique, surviendra. Et il sera porté par les populistes, il sera pas porté par les Européens. Donc ce sera la fin du projet européen. Vous parlez de la crise démocratique. J'en profite pour vous dire sur la crise démocratique que je suis totalement hostile à la réforme des retraites, je suis totalement interrogatif sur la manière dont le gouvernement l'a menée, mais je ne suis pas du tout de ceux qui considèrent qu'on est passé de la démocratie à la dictature, avec le président est un autocrate qui, en contravention avec tous les principes de l'état de droit, remettrait en cause les libertés fondamentales. Je ne pense pas du tout cela. Je pense que si l'on se réfère à l'état de droit, à la séparation des pouvoirs, à la dévolution démocratique du pouvoir par le suffrage universel, la France reste une démocratie. Mais la démocratie, c'est pas simplement ça. La démocratie, c'est le respect de l'opposition. La démocratie, c'est la capacité à faire vivre la démocratie sociale. La démocratie, c'est la capacité à créer les conditions d'une délibération collective sur les sujets les plus essentiels. Donc je ne pense pas qu'on soit passé en dictature,
Mais je pense que l'on a un problème de respiration démocratique dans ce pays, de modernisation de la démocratie, de capacité d'écoute de ceux qui, dans le pays, ne pensent pas comme la majorité et qui ont la préoccupation de leur avenir et qui doivent être entendus et qui ne le sont pas. Il faut introduire sur ces sujets de la nuance non pas par goût de la nuance, mais simplement parce que si sur des questions aussi fondamentales on s'éloigne de la réalité, on instaure le débat sur des fondements qui ne peuvent aboutir qu'à la confrontation de tous contre tous. Et il y a toujours eu dans notre pays des esprits sages pour faire en sorte que lorsque tout s'emballe, on puisse faire en sorte que la démocratie ne déraille pas. Il y en a eu en 1968, le père de Jacques, qui est ici, et de mon maître, était un grand syndicaliste français qui, lorsqu'il parlait, disait des choses que bien des responsables politiques n'étaient pas capables de dire. Moi, je m'en souviens, j'étais jeune, mais je m'en souviens. Donc cette tradition, elle existe, ces personnalités qui ont le sens de l'équilibre, de la responsabilité, même quand tous les vents sont contraires, doivent parvenir à faire en sorte que la démocratie trouve ça. Ensuite, il y a la question de la... Le dialogue social est important. Mais bien entendu. Et donc, si vous avez l'état de droit, la séparation des pouvoirs, la dévolution démocratique du pouvoir par le suffrage, et que vous n'avez pas la démocratie sociale et le dialogue social, là, votre démocratie est malade. Donc, il faut... Mais on n'est pas en dictature, la démocratie est malade. Donc, il faut trouver le chemin d'une revivification, d'une redynamisation du dialogue social, du dialogue politique, pour réinstaurer de la délibération, du respect, du débat, de la contradiction, qui ne soit pas la confrontation de tous contre tous. Parce que la démocratie, c'est pas non plus la confrontation de tous contre tous. Donc, c'est ce chemin-là qu'il faut retrouver. Alors, quand tout le monde est en colère et que vous tenez ce discours-là, vous êtes moins bien vu que quand vous appelez à l'insurrection. Mais une fois qu'on a l'insurrection, il n'y a plus la démocratie. Il n'y a plus du tout la démocratie quand il y a l'insurrection partout. Et souvenez-vous que quand il y a l'insurrection, vous avez généralement des leaders politiques qui vous expliquent que doivent être mis en cause tous ceux qui n'ont rien fait contre la révolution et contre l'insurrection, mais aussi tous ceux qui n'ont rien fait pour elle. C'est-à-dire qu'à la fin, tout le monde est suspect. Donc il faut faire attention. Ça s'appelle la terreur. C'est déjà produit. Donc il faut faire attention. Nous sommes dans un pays qui a une culture, qui a une histoire. Allez-y. Bonjour. Alors, j'aimerais savoir, on a parlé beaucoup de migration, moi je voulais parler du développement durable. Merci. J'aimerais savoir si vous pensez que le Green Deal européen pourra faire face aux mesures qui ont été prises par Joe Biden pour son IRA. Je pense que la question que vous posez sur l'Inflation Reduction Act est la même question que celle que nous venons d'évoquer sur la souveraineté. Qu'a fait Biden ? Biden décide de mettre en place 780 milliards de dollars de crédits d'impôt, enfin de mesures budgétaires, pour essayer de résister à la crise de l'inflation. Ces 780 milliards de dollars de mesures budgétaires prises par les Américains, parce que ce sont des crédits d'impôt, ont un impact beaucoup plus important que 780 milliards. Et donc, nous voyons toute une série d'entreprises européennes qui avaient prévu d'installer des gigafactories pour construire des batteries pour les véhicules électriques en Europe, décider de les construire aux États-Unis. Des entreprises européennes. Donc, vous voyez bien que si la réponse européenne à l'inflation, c'est une politique restrictive de la Banque Centrale Européenne face à l'Inflation Reduction Act, nous allons franchir un pas de plus vers la désindustrialisation de l'Europe. Mais nous allons franchir un pas de plus vers la désindustrialisation de l'Europe dans un contexte où nous avons besoin de l'industrie, de la production, pour créer les conditions de la transition écologique. Il n'y aura pas de transition écologique sans véhicule électrique. Même si, d'ailleurs, le véhicule électrique posera des problèmes écologiques de nature différente de la voiture thermique, parce qu'une fois que les batteries seront sorties des véhicules électriques, on va bien les recycler et les traiter. Enfin, nous traiterons ce sujet par la technologie. Donc, ma réponse à votre question, c'est que s'il n'y a pas une politique industrielle européenne, s'il n'y a pas une politique européenne de souveraineté, s'il n'y a pas une politique budgétaire européenne d'investissement sur la transition énergétique, c'est-à-dire les énergies décarbonées, la production sobre et sûre de demain, l'investissement dans l'éco-construction, l'investissement dans l'écomobilité, eh bien nous décrocherons. Et je ne suis pas sûr que le centre de gravité politique de l'Europe telle qu'elle est
c'est-à-dire tourner autour du môle conservateur qui, dans les pays d'Europe du Nord et dans les pays comme les Pays-Bas, etc., domine, avec un gouvernement allemand qui est en coalition et qui est un peu impuissanté par un contexte international nouveau, c'est-à-dire la Chine qui ne tire plus nécessairement ses exportations et la dépendance au gaz russe qui ne lui donne plus l'autonomie et l'énergie dont elle disposait, tout ça peut aboutir à un décrochage européen très grand si l'Europe se trompe de politique économique et industrielle. Donc la meilleure manière de réagir à l'IRA, c'est pas une politique monétaire restrictive conduite par la BCE qui singerait la Fed, en oubliant que derrière une politique restrictive de la Fed, il y aurait le plan Biden qui en corrigerait tous les effets. Mais donc vous pensez que le Green Deal ne suffit pas, le pacte vert européen qu'on a mis en place? Non, je pense que le Green Deal européen est un très bon premier pas, mais je ne pense pas du tout qu'il suffise pour affronter les défis climatiques auxquels nous sommes confrontés. Je vais vous dire pourquoi je ne pense pas. Parce que si nous voulons assurer, par les choix de politique énergétique qui vont bien, l'impact sur la consommation énergétique de la croissance démographique, d'autre part l'impact de la réindustrialisation, et enfin l'impact de l'accès aux véhicules électriques de tous les citoyens français pour des raisons qui tiennent à la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, il va falloir passer d'une production globale d'électricité annuelle en France de 450 TWh à 950. Pour passer de 450 à 950 TWh, il faut moderniser le parc électronucléaire français, il faut construire d'autres centrales nucléaires et engager un plan massif de développement des énergies renouvelables. Parce qu'avec les énergies renouvelables seules, vous n'y arriverez pas. C'est pour ça que quand j'entends une partie de mes amis expliquer que nous allons faire de la croissance pour redistribuer grandement en sortant du nucléaire, je ne sais pas comment le faire. À un moment donné, il va falloir faire l'inventaire des angles morts. Ça ne marche pas. Donc, il faut impérativement, si on veut créer les conditions des objectifs climatiques contenus dans la conférence de Paris, il faut un plan massif d'investissement dans l'énergie et la décarbonation de tous les modes de production énergétique. Ça veut dire aussi qu'il faut, avec l'Afrique du Nord, des coopérations en matière de politique énergétique que nous n'imaginons pas encore. Parce que l'hydrogène vert, par exemple, qui a eu une combinaison de l'éolien et du solaire, et qui peut être un extraordinaire complément dans le mix énergétique global, ne se fait pas simplement en Europe, il se fait en coopération avec les pays africains qui ont besoin de cette énergie pour se développer, eux aussi. Donc, vous voyez, tous ces sujets sont d'un extraordinaire intérêt, d'une très grande complexité politique. Mais ce sont les défis de l'Europe de demain. Les défis de l'Europe de demain, c'est ça. Et donc, ce sont ces sujets qu'il faut mettre sur la table, là, dans les semaines, les mois, les années qui viennent. Si nous voulons que notre pays joue son rôle dans la construction d'une alternative européenne qui tienne la route. Encore une question que je voulais vous quitter. Mais je peux revenir demain, si vous voulez. Non, on va faire une session 2, on va faire une session 2. Vous n'avez pas du tout abordé, très peu, le point des institutions. Bon, est-ce que ça veut dire que vous êtes satisfait des institutions actuelles, de nature intergouvernementale, avec tout ce que ça comporte, de positif ou de négatif, de gouvernements qui sont en concurrence, ce qui est normal, parce qu'ils sont élus par leur peuple et défendent les intérêts de leurs citoyens, qui ne coïncident pas toujours avec l'intérêt général européen. Et est-ce que justement face aux défis majeurs, en particulier le défi politique et le risque de guerre, voire sur le territoire, on ne pourrait pas envisager vraiment de passer à un autre stade, celui de la Fédération européenne, quelle seule possibilité où une armée européenne peut vraiment avoir une solution difficile. Je ne vais pas évoquer ce sujet parce que d'abord, j'ai beaucoup de questions sur d'autres sujets, on peut faire les aborder, mais je suis très prudent sur cette question. Je suis très prudent, pourquoi? Parce que je suis convaincu que, bon, bien entendu, toute évolution institutionnelle de l'ampleur que vous indiquez impliquera un changement de traité, et compte tenu de l'état des opinions publiques européennes aujourd'hui, quel que soit le traité que vous présenterez, c'est pas bon. Et donc moi, je préférais que nous créions les conditions d'un approfondissement et d'une réconciliation notamment de la jeunesse avec l'Union européenne avant d'engager l'Europe sur la voie d'un nouveau traité. Comment faire? Bien les projets. Pour moi, ce qui peut permettre à la jeunesse de croire de nouveau en l'Europe et aux Européens de croire de nouveau en l'Europe, c'est que l'Europe porte des projets qui leur parlent, des projets concrets,
des investissements dont ils voient la réalisation, dont ils perçoivent l'utilité pour la lutte contre le réchauffement climatique, pour l'accès à la connaissance, à l'université, à la culture des jeunes générations, pour le développement des comobilités en Europe, pour la protection des espaces maritimes et de la biodiversité. Si l'Europe est capable d'engager des projets de cette ampleur qui parlent aux citoyens européens, je suis convaincu que les citoyens européens, dans leur ensemble, à condition que la classe politique soit à la hauteur de ces enjeux, s'engagent de nouveau dans le projet européen, et qu'à ce moment-là, il est possible de proposer un nouveau deal institutionnel. Mais le proposer aujourd'hui, avant d'avoir réussi à travers des projets à convaincre les jeunes générations que l'Europe mérite qu'on s'y intéresse, c'est prendre le risque considérable de voir les populismes s'emparer de la réforme proposée pour terminer de détruire l'Europe. Donc, je suis très prudent sur cette question, non pas parce que je considère qu'elle ne mérite pas d'être posée, mais parce que le regard que je porte sur l'état des opinions publiques me conduit à procéder davantage par étapes, c'est-à-dire convaincons de l'utilité de l'Europe à travers des projets et proposons, dès lors que ces projets auront convaincu, d'aller plus loin par les réformes nationales. L'information de ça l'année dernière a montré que 60% des Français sont en faveur d'une fédération européenne. 60%. Oui, mais vous savez, je me souviendrai toujours qu'en 2005, 70% des Français au début de la campagne étaient favorables à la Constitution européenne. Donc je suis très prudent. Merci beaucoup.